Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Où ce drone a-t-il été retrouvé? Eh bien, il a été retrouvé hier dans la région boisée de Noginsk, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Moscou. C'est une femme qui l'a découvert dans la forêt. Et vous allez voir ce qu'elle a vu, un engin volant ressemblant à un petit avion de 3,50 m de long. La police russe l'a très vite identifié. Il s'agit bien d'un drone en plusieurs morceaux. De toute évidence, le modèle UJ-22, ce modèle construit par les Ukrainiens. Habituellement, il sert pour le repérage, le renseignement militaire. Mais là, ce que l'on a découvert sur les photos, c'est qu'à l'intérieur se trouvaient des explosifs. Précisément, selon les médias russes, 30 briquettes de 570 grammes, comme on l'a vu, soit au total 17 kilos de TNT. Je précise que ce sont les médias russes qui annoncent cela. Il s'agissait donc clairement d'une opération d'attaque. Précision du général Trinquant sur le but de cet explosif sur ce drone, général. Ça peut être la charge de démolition du drone. C'est-à-dire que c'est un drone qui fait de l'observation en fait, donc il y a de l'optronique, etc. Et donc quand on ne veut pas, c'est comme le drone américain si vous voulez, quand on ne veut pas que le matériel qui est à l'intérieur et ce qui a été collecté soit diffusé, il y a une charge pour le faire exploser. Pour ne pas que le matériel tombe aux mains effectivement de l'ennemi. Là, visiblement, ça n'a pas marché. Alors là, c'est une possibilité. Oui. On reviendra un peu sur la probabilité de chute de ce drone, qui est un cas un petit peu particulier. D'accord. Quel était l'objectif? Eh bien ça, on l'ignore, David, mais la proximité avec Moscou laisse ouverte beaucoup d'hypothèses. Les Russes pensent en tout cas que l'appareil s'est écrasé par manque de carburant. Ce que l'on peut souligner, c'est que c'est la première fois qu'un drone chargé d'explosifs s'approche si près de Moscou. Le mois dernier, un autre appareil que les autorités soupçonnées de provenir d'Ukraine avait été découvert à Chelkovo, à environ 15 km au nord-est de Moscou, mais il ne transportait pas de charge explosive. C'est donc un nouveau signe que l'armée ukrainienne a la capacité de pénétrer à l'intérieur de la Russie. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, au même moment, de nouveaux documents classés confidentiels de la CIA révèlent que Kiev a bel et bien pour projet de frapper à l'intérieur du territoire russe. Oui, c'est le Washington Post qui continue à éplucher ces documents issus des fuites à la CIA. Et ce que l'on apprend, c'est que le 24 février dernier, pour marquer les 1 an de l'invasion, le général Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, avait planifié des frappes sur la capitale et sur la ville portuaire de Novorossiysk. Il avait demandé 10 jours plus tôt à l'un de ses officiers de se tenir prêt. Cela confirme en tout cas que l'Ukraine est bel et bien désireuse de porter le combat sur le territoire de la Russie. Finalement, ces frappes n'ont pas été déclenchées. Pourquoi ? Eh bien, selon ce même document, ce sont les États-Unis qui les en ont dissuadés. On sait que depuis le début de cette invasion, Washington freine les opérations visant le sol russe par crainte d'une réponse agressive de Vladimir Poutine. Vous restez avec nous, Aurélie, parce qu'on va voir comment la Russie, de plus en plus, se protège. On a vu que la Russie installait des systèmes de défense antiaérien près de ses bâtiments officiels. On a vu que la Russie annulait les défilés du 1er et du 9 mai. Et il y a davantage aujourd'hui. Mais ça, on verra ça dans un instant. Revenons d'abord à ce drone, parce que c'est assez spectaculaire quand on voit effectivement l'appareil chargé de 17 kilos d'explosifs. Donc pour vous, ce n'était pas forcément une charge qui devait... frapper la Russie, c'était plus pour protéger le drone. Parce que 17 kilos, c'est beaucoup quand même. Oui, bien sûr. Qui donne l'information des 17 kilos? Les Russes. Je rappelle que ce drone est tombé au mois de février, que généralement c'est un drone qui est utilisé à 200 km parce que sinon il n'a plus de liaison radio avec le drone. Donc là, il va bien plus loin. Donc il ne va que sur un circuit qui est préenregistré avec son GPS. Alors il y a 2 options. Il a été pour faire de la reconnaissance, récupérer des informations qui peuvent servir pour des drones plus importants pour frapper, en particulier les fameux drones, vous savez, les anciens drones soviétiques là, qui eux ont des grosses charges. Ça, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, il visait, s'il y avait bien 17 kilos, parce que je répète, ce sont les Russes qui le disent. Et ce sont les Russes aussi qui disent février, parce que ces images viennent
d'être diffusées, elles Oui. viennent d'apparaître. Oui, donc ça veut dire décryptage, utilisation, mise en place d'un dispositif qui explique qu'il y avait des drones qui voulaient frapper avec des explosifs le cœur de la Russie, etc., etc. Donc, mais je dis, c'est une hypothèse, moi j'ai pas la certitude. Hein. Je dis simplement que soit il était parti observer, récolter des informations, parce que comme le chef d'état-major le disait, ils veulent frapper le cœur de la Russie, mais il faut bien récupérer des informations pour ça. Donc ce drone, c'est typiquement sa mission. Deuxième cas, c'est un drone suicide, comme vous l'avez annoncé, avec 17 kilos pour frapper sur un point précis. Il a été retrouvé dans un bois, pas très loin d'un dispositif de Gazprom. Donc, est-ce que c'était ce qu'il visait ou je ne sais pas. Bon, toujours est-il que la leçon à retenir, c'est que effectivement, les Ukrainiens utilisent des drones pour avoir de l'information ou pour frapper dans le cœur de la Russie, malgré la réticence des Américains pour le faire. Et à chaque fois, ils utilisent des matériels ukrainiens. 100% ukrainien, voilà. Pas de matériel américain. On a bien compris que pour les États-Unis, ça présente un trop gros risque que du matériel américain soit utilisé pour aller frapper la Russie. 17 kilos, ça ferait beaucoup de débats, ça ferait beaucoup de dégâts. Si ça frappe au bon endroit, au bon moment, ça peut faire beaucoup de dégâts. Vous savez, c'est le problème d'une grenade. Une grenade lancée à l'extérieur, quand il n'y a personne, ça fait rien. Vous la lancez au milieu d'une salle de cinéma, ça fait beaucoup de dégâts. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Donc les 17 kilos, ça peut faire beaucoup de dégâts si ça tombe au bon endroit. Mais je répète, c'est à confirmer. Toute cette information a été fournie par les Russes. Oui. Donc voilà. Donc il y a deux hypothèses possibles pour moi, et je ne sais pas laquelle est la bonne. C'est-à-dire que comme par ailleurs, il y a ces nouveaux documents confidentiels qui montrent que c'est bel et bien une stratégie ukrainienne de frapper sur le sol russe, comme il y a les précédents, parce qu'il y a eu des précédents, et on en a parlé ici même, des opérations à l'aide de drones, ou avec parfois peut-être des infiltrés, c'est difficile à dire. Il semble malgré tout qu'il y ait cette stratégie ukrainienne. Vincent. Alors, je suis d'autant plus circonspect qu'il y a deux sources russes, l'agence RIA Novosti d'une part, l'agence TASS d'autre part, qui livrent des versions contradictoires. La première, s'appuyant sur une source des services de sécurité locaux, dit qu'il n'y avait pas de charge explosive. L'autre prétend qu'il y en avait une. Bon, donc je suis assez perplexe là-dessus. Par ailleurs, on ne peut pas écarter effectivement l'hypothèse d'une charge explosive, en tout cas sur les drones de dernière génération, qui serait, si vous voulez, au drone, ce que la capsule de cyanure scellée dans la molaire est à l'espion, c'est-à-dire détruire au moment opportun, lorsque tout est perdu pour la cause, pour éviter de livrer à l'ennemi ciblé, s'il l'a été, des renseignements de nature technologique, de voir ce qui a été enregistré et transmis, etc. En fait, 17 kilos, c'est beaucoup pour un engin comme ça. Absolument. Oui. C'est pour ça que s'il s'agit bien de 17 kilos, mais encore une fois, même dans ceux qui prétendent qu'il y avait une charge explosive, certains disent 17, d'autres 18. Bon, il n'y a qu'un kilo de différence, mais ça prouve quand même qu'il y a un certain flottement. Parce que, pardonnez-moi, petite précision, si c'était un gros mensonge de Moscou pour pointer du doigt les méchants Ukrainiens qui tentent de s'en prendre à la vie de civils russes, il y aurait eu tout un barnum autour de cette information. Il y aurait eu un gros tam-tam. Or, les officiels russes sont relativement discrets sur le sujet. Oui, et je pense qu'à ce stade, ce serait une initiative à contretemps. C'est-à-dire qu'on est dans la période de construction d'un schéma de contre-offensive cohérent, qui suppose l'acheminement de matériel, d'hommes, la coordination d'unités opérationnelles, etc. Donc, de quoi a-t-on besoin à l'instant T ? On a besoin de renseignements, de recoupements, de cibles, etc., de repérage. On n'a surtout pas besoin de crisper l'allié américain qui pourrait considérer que ce n'était pas opportun à l'instant T. Donc c'est pour ça que moi je reste très prudent sur l'interprétation de cet épisode. J'ai une troisième hypothèse qui vient de m'être envoyée par un camarade qui a travaillé dans ce domaine-là. Ça peut être un drone qui va livrer de l'explosif en fait. C'est-à-dire qu'un drone, c'est un petit avion, vous avez vu, il peut transporter des choses et faire des livraisons. Mais à qui ? Une cellule locale. Parce qu'il est étonnant qu'un drone dit kamikaze, la charge n'ait pas explosé. La charge, elle est faite pour exploser. Mais des livraisons entre qui et qui ? Avec des gens qui utiliseraient les explosifs, 17 kilos. Saboteurs infiltrés, par exemple. Des saboteurs infiltrés.
Voilà. D'accord. Isabelle. Les Ukrainiens qui préparent leur contre-offensive, d'ailleurs avec un assez grand silence depuis 2 semaines, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc c'est sans doute le calme avant la tempête, ont souvent dit que ils voulaient en même temps que leur contre-offensive provoquer un choc au sein des autorités russes. Un choc psychologique, peut-être. Oui, il faudrait. Certains espèrent un effondrement de l'armée russe et certains aimeraient que l'offensive s'accompagne d'un espèce d'ébranlement du pouvoir politique en Russie. Donc, si tel est le but et si tel sera le cas, il est important d'avoir le plus possible de renseignements pour le jour J. Voilà. À part ça, moi, j'adhère tout à fait aux propos de Vincent. Je pense que les Ukrainiens, aujourd'hui, la dernière chose dont ils auraient besoin serait de se mettre l'allié américain contre eux. Mais tant qu'ils n'utilisent pas du matériel américain... de balancer 17 kilos contre un objectif à Moscou aujourd'hui. Ça paraît très contre-productif et prématuré. Par contre, envoyer un drone pour avoir des renseignements et le jour J... attaquer en Ukraine et envoyer, je ne sais pas, des messages violents à Moscou en même temps, ça peut faire sens. Petite nuance quand même, et je vous donne la parole, Valéria. Écoutez ce que disait Kirilo Boudanov. J'avais un doute sur son prénom. Donc, c'est l'homme dont nous parlait Aurélie il y a quelques secondes. Kirilo Boudanov, donc le chef du renseignement militaire ukrainien, sans le revendiquer, revendique depuis quelques mois. Donc, c'est le faire sans avoir l'air de le faire, ou plutôt ne pas le faire, mais en ayant l'air de le faire. Enfin bref, ce n'est pas nous, mais on fait comprendre que c'est nous quand même. On ne dit pas que c'est nous, parce que sinon, peut-être qu'on fâche l'allié américain, mais on annonce malgré tout qu'on a la pleine maîtrise de ce qui est en train de se passer. Écoutez-le face à une journaliste d'ABC qui l'interrogeait sur ses actions en profondeur sur le territoire russe. C'était donc en janvier. Ukraine strike a Russian airbase? I can't give you answer right now on this question. Okay. Only after ending of this war. After the war, you can answer that. I think so. What's your reaction to it, even if you don't claim responsibility? I'm very glad to see this. Yeah. That's my reaction. That's your reaction. You're happy to see it happen. Yeah. Do you think there'll be more? I think so. Inside Russia? Deep inside Russia? Deeper and deeper. And in Crimea? Crimea is a part of Ukraine. It's our territory. We can use any weapon on our territory. Bon, pour ceux qui ont des doutes, c'est quand même une signature. Valéria. Alors, il y a 2 choses, à mon sens, à retenir. D'une part, il y a effectivement l'allié américain, tout le monde l'a dit, mais il y a aussi la guerre psychologique vis-à-vis de la Russie. Il ne faut pas négliger que les Russes sont de plus en plus inquiets, le peuple russe est de plus en plus inquiet de voir que la protection antiaérienne russe est nullissime. Les Ukrainiens, ils rentrent en hélicoptère, en drone et en ressortent comme ils en ont envie. Et ça, c'est dangereux pour l'opinion publique. D'où le fait que les Russes ne font pas non plus un foin avec cette histoire. C'est assez étouffé finalement. On accuse l'Ukraine, mais sans non plus faire beaucoup d'histoires. Parce qu'il y a cette guerre psychologique qui joue, et ça c'est assez important pour l'esprit et le moral des Russes. Parce qu'il faut continuer à mobiliser, hein, c'est pas anodin tout cela. Et puis, objectivement parlant, autour de Moscou, il y a des zones de stockage d'avions, de matériel militaire, aussi moyens de ravitaillement. Donc, c'est pas anodin d'aller faire des repérages par là. Et les Ukrainiens ont déjà frappé dans le territoire russe, mais uniquement des objectifs stratégiques liés au conflit sur leur territoire. Jamais côté civil, jamais des objectifs qui n'avaient pas de sens. Et puis, il y a effectivement le sabotage local qui n'est pas anodin parce qu'il y a eu des cibles très, très éloignées de la frontière ukrainienne où, pour le coup, les Ukrainiens, objectivement parlant, ne pouvaient pas se permettre de parcourir un tel trajet. Donc,
les Ukrainiens font croire ou laissent entendre à voir comment, à la fin de la guerre, puisque c'est là qu'on aura les réponses, s'il n'y a pas des groupuscules locaux aux Russes en soutien aux Ukrainiens qui font du sabotage localement. Ça, ce n'est pas totalement exclu non plus, parce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette guerre, mais de manière plutôt silencieuse. On comprend qu'il y a le front et qu'il y a malgré tout une volonté ukrainienne sans utiliser du matériel américain, parce que c'est ça qui froisserait Washington. Il y a quand même une volonté ukrainienne de porter cette guerre à l'intérieur du territoire russe, peut-être pour affoler, tenter d'affoler ou de semer le doute, tout simplement, parmi la population russe. Mais souvenons-nous de ce qui est advenu fin décembre dernier, lorsque un drone, alors d'un autre calibre que celui-là, est allé frapper la base aérienne d'Engels. Je crois que c'est suite à cette frappe que Bogdanov était interrogé. C'est vraisemblablement à cela qu'il fait allusion dans cette interview, genre chat et souris. On est quand même à 600 km de la frontière ukrainienne. Donc là, pour le coup, comme il y fait allusion, en profondeur sur le territoire russe. Et on vise quoi ? On vise une base aérienne d'où partent certains des bombardiers les plus dévastateurs. Donc là, on est parfaitement, je dirais, dans la cible telle qu'elle est tolérée par les Américains, du matériel maison et une cible exclusivement militaire. Bon.